êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, en France, exit la révision constitutionnelle. François Hollande a été contraint d'y renoncer. C'est l'épilogue d'un débat houleux de 4 mois. Quelle trace laissera-t-il, notamment à gauche et chez les Français? Tout ça pour ça, la presse n'épargne pas l'opposition, mais elle étrille le président de la République. S'agit-il d'un Waterloo politique? Arrivée du chef du gouvernement d'union nationale à Tripoli mercredi, Fayez al-Sarraj, porté à bout de bras par la communauté internationale pour sortir la Libye du chaos. Désormais, 3 gouvernements et toujours 2 actualités brûlantes, la crise migratoire en Méditerranée et l'expansion du groupe État islamique. Cela ouvre-t-il la voie à une intervention militaire ? Un gouvernement civil, une nouvelle ère s'ouvre en Birmanie après des décennies de domination militaire. L'icône de la démocratie, Aung San Suu Kyi, est à la tête d'un super ministère. Quel rôle exact aura celle qui ne peut pas être présidente? Quel rôle continuera à jouer l'armée? Quelle marge de manœuvre pour le nouveau pouvoir et comment résoudre les conflits interreligieux et interethniques? Mais tout d'abord, avant d'en parler, voici tout de suite nos kiosqueurs. Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine, mensuel francophone international, édité en France et consacré au continent africain sous différents prismes, société, culture, politique. Moustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint à Radio Monte Carlo Doualiya, en France depuis plus de 25 ans. Vous êtes aussi chroniqueur pour plusieurs médias marocains, Atlantique Radio, le quotidien L'Économiste, la télé Média TV et le site internet atlasinfo.fr. Pierre Aski, cofondateur du site d'information français Rue 89, une longue carrière de journaliste avec notamment des postes de correspondant en Afrique du Sud, à Jérusalem, à Pékin, depuis 2007, donc vous êtes aux commandes de Rue 89. Et enfin, Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, auparavant en poste à Bruxelles, à Tokyo et à Bangkok. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nivikata. Merci à vous 4 d'être ici en plateau ce dimanche pour faire un tour de l'actualité et pour la commenter. Ils ont fait tellement couler d'encre pendant 4 mois en France et pourtant, au final, l'état d'urgence et la déchéance de nationalité ne seront pas inscrits dans la Constitution française. Le président François Hollande a pris acte du blocage parlementaire. Je constate aujourd'hui, 4 mois après, que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte et qu'un compromis paraît même hors d'atteinte sur la définition de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Aussi, j'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel. Nous présentons nos excuses aux Français. Nous n'avons pas convaincu la droite en général et la droite sénatoriale en particulier, de rentrer dans l'Union nationale pour renforcer notre droit dans la lutte contre le terrorisme. Alors, les excuses aux Français du premier secrétaire du Parti socialiste pour mieux faire peser le poids de l'échec sur l'opposition. Personne ne sort grandi en théorie de cette séquence politique. S'il fallait résumer les critiques cette semaine, c'est un gâchis de l'Union nationale qui s'était forgé au lendemain des attentats du 13 novembre et n'aura pas résisté au calcul politique. Première chose, est-ce que cette reculade, comme elle a été nommée cette semaine, est-ce que cette reculade de François Hollande vous a surpris cette semaine, Pierre Aski? Non, je pense que c'était quasiment acquis depuis le début. C'est-à-dire que la montée des oppositions, d'abord à gauche, puis des difficultés du jeu politicien avec la droite, ont fait que cette manœuvre, parce que c'est quand même comme ça que moi je l'interprète, était mornée. Et quel gâchis, effectivement, pendant ces 4 mois. Christiane Taubira a quitté le gouvernement, une partie, ancienne ministre de la Justice, garde des Sceaux, une partie de la gauche ne veut plus entendre parler de Hollande. Il y a eu ce texte dans Le Monde signé par des gens comme Martine Aubry, etc. On a 4 mois de perte de temps, de perte effectivement d'unité nationale parce que ce sentiment qui existait au lendemain des attentats du 13 novembre s'est évaporé dans toutes ces querelles. Tout ça pour rien, et en plus pour une réforme dont les principaux intéressés, à commencer par Manuel Valls, le Premier ministre, disaient que ça ne servait à rien, que la déchéance de nationalité était une mesure symbolique. Donc
franchement, on est dans de la politique, dans ce qu'elle a de pire. Et je pense que malgré l'habillage de l'exécutif et du Parti socialiste, c'est François Hollande qui est perdant dans cette affaire. Quelqu'un a été surpris autour de la table parce qu'il aurait pu insister, essayer de faire passer le projet autrement? C'était cuit. Il faut quitter le navire avant qu'il coule totalement. C'est-à-dire que de rester dans ce bateau-là, ça l'aurait emmené dans les récifs ou sur la falaise. Moi, je suis d'accord que sur le plan politicien, c'est une bérésina, mais je trouve que sur le plan du débat national, ça n'a pas été si inintéressant que ça. D'abord, on a découvert une gauche qui tenait à ses valeurs, en particulier sur la question de la déchéance de nationalité, parce que cette gauche-là a compris cette mesure comme une atteinte directe à un certain nombre de Français qui se trouvaient, on ne l'a pas vraiment dit, mais tous, grosso modo, franco-maghrébins ou franco-musulmans, entre guillemets. Donc ça a été assez mal vécu. Deux, le débat sur l'état d'urgence qui a été masqué par le débat sur les déchéances, c'est un débat très important. Et il y a eu des tas de gens qui s'en sont mêlés dans les colonnes des quotidiens, qui ont écrit, qui ont signalé que la France avait déjà un arsenal répressif qui avait été voté de manière législative très très important, que cet arsenal avait des conséquences sur la vie de chacun d'entre nous, que se posait une question de comment une démocratie peut lutter contre le terrorisme sans mettre en cause une partie de ses valeurs. Donc tout ça, c'était pas inintéressant. Je pense que les politiciens n'ont pas compris qu'on mettait les pieds dans des choses qui allaient faire réagir la fibre, le nerf, le pathos politique des Français, le réveil de la gauche qui n'avait pas trouvé, parce qu'il faut dire qu'ils n'étaient pas portés par des personnages très, très enthousiasmants, je ne citerai pas de nom, la gauche qui n'avait pas de thème pour se raccrocher d'un seul coup, ils ont pu se fédérer sur des choses très importantes. On a découvert des libertaires à droite qui eux aussi... donc c'était quand même très politique au fond. Après que Hollande ait coulé dans le bateau, et Sarkozy avec, parce qu'il n'a pas pu empêcher, il n'a pas pu imposer une discipline à son parti et à son opposition, ça c'est sûr. Moustapha ? Oui, franchement, moi quand je vois le président français François Hollande dire « je constate 4 mois après », moi c'est ça la surprise, parce que moi personnellement j'ai constaté au lendemain du discours de Versailles, et il ne faut pas sortir de Sciences Po pour le constater, que c'est une réforme qui ne peut pas passer. Pour la simple raison, ça réveille, comme a dit Ziad l'imam, les contradictions et les envies de la gauche de peser sur le débat politique. Et ça réveille aussi les démons de la droite qui ne voulaient absolument pas faire un cadeau, le cadeau du Congrès à François Hollande. Donc c'était perdu d'avance. 4 mois, c'était perdu d'avance. Alors là où je suis un petit peu pas d'accord avec Ziad sur la bérésina, c'est une vraie bérésina parce que cet échec sur la déchéance de la nationalité, c'est lui qui, d'une manière ou d'une autre, a alimenté le débat très, très, très virulent contre la loi Al-Khomri, le Code du travail. Et ce télescopage de ces deux débats ont fait que François Hollande affronte une des oppositions les plus virulentes à une année de son mandat. Richard. Oui, une autre chose, c'est que c'était une manœuvre. C'était très facile à comprendre dès le début. Il a tenté de jeter une espèce de gaz incapacitant sur la droite, un gaz sécuritaire avec ce projet de réforme constitutionnelle. Par contre, je m'interroge quand même, parce que pendant ces 4 mois, la France est restée, et elle est toujours en état d'urgence. Et lorsque les ONG, notamment Amnesty, ont publié un rapport en janvier, déjà très alarmant, sur les conséquences de l'état d'urgence, ça a commencé à bouger, mais très doucement, et depuis, plus personne ne bouge. Donc au fond, le gaz incapacitant, il a quand même marché. C'est-à-dire que la réalité de l'état d'urgence aujourd'hui, personne ne la questionne. Alors qu'à mon avis, si on lit les rapports qui ont été publiés, il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont ces opérations sont conduites. Juste une chose, on est sévère avec François Hollande et on a raison, mais je rappelle quand même, parce qu'on l'a oublié, que le jour du discours du Congrès et le lendemain du discours du Congrès, la France est unie debout sur le discours. C'est-à-dire ça a mis quelques jours à se déglinguer, mais sur le discours lui-même, je me rappelle d'une image, excusez-moi, d'un Congrès debout ou pas debout, applaudissant de la droite à la gauche. Après, quand les gens se sont aperçus de la demi-phrase, virgule, binationaux, virgule, là, évidemment, ça explose. Mais, je veux dire, la France a eu des sentiments très ambivalents. Quand on fait les sondages, au départ, 80% des Français étaient d'accord pour la déchéance de nationalité. Et ça a mis un peu de temps à se... Oui, je pense que quand même l'unanimité du Congrès et l'unanimité nationale étaient liées aux attentats et à la nécessité de réagir tous ensemble, etc. Là, ce qu'on n'avait pas vu au début, c'est le petit jeu politicien avec Nicolas Sarkozy, qui en gros était d'accord au début pour participer à la manœuvre. Et je pense que ce qui ne passe pas aujourd'hui chez les Français, c'est ce jeu entre Sarkozy et Hollande, qui ne rêve que d'une chose, c'est de rejouer le match de 2007, alors que personne n'a envie que ce soit les mêmes acteurs en 2017, pardon, en 2012. Et
Et ça, c'est la contradiction majeure dans laquelle on est aujourd'hui. C'est que Sarkozy veut sa revanche et Hollande veut battre de nouveau Sarkozy. Et les Français n'en veulent pas. À quel point ces 4 mois qui ont été assez houleux, qui ont déchiré la gauche, qui se révèlent ne pas être très bons pour la droite non plus, à quel point vont-ils laisser une trace dans la classe politique ? Et en tout cas, ils vont laisser une trace énorme sur le destin de François Hollande. Parce que imaginez un François Hollande intronisé par un congrès à quelques mois de la campagne présidentielle. Ça aurait une autre gueule, entre guillemets. Mais on l'imagine maintenant en train de presque présenter ses excuses aux Français de ne pas avoir réussi à les convaincre, de retirer de clore ce débat constitutionnel avec cette manière-là. On voit mal comment il va pouvoir redemander la confiance, puisqu'il a été non seulement incapable de convaincre sa propre famille politique, mais il a été aussi incapable de convaincre la droite. Donc on voit mal comment il va pouvoir demander la confiance aux Français pour 2017. Déchéance d'autorité, titrait le quotidien français Le Figaro jeudi, au lendemain de l'allocution de François Hollande. La presse française a été, c'est vrai, très dure cette semaine, évoquant un gâchis, un désastre, un Waterloo politique. On se demande un peu comment François Hollande a pu se retrouver là. On sait qu'il est déjà très bas dans les sondages. Comment cette situation a-t-elle pu arriver ? Est-ce que c'est, comme on lui reproche parfois aussi, de l'amateurisme ? Cette proposition n'a pas été bien préparée. Comment vous l'expliquez ? Comment vous le comprenez ? La manœuvre, elle est évidente. La manœuvre politique, je crois qu'on a quand même l'impression qu'il ne peut pas s'empêcher de manœuvrer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a un espace, il essaye de tirer un profit politique à court terme. Et là, visiblement, c'est quand même ce qui était tenté. Le lien avec la loi travail que vous avez fait, il est très juste. C'est-à-dire qu'au fond, la grande victime de tout ça, c'est l'éventuel débat qui aurait pu avoir lieu autrement sur la loi travail et la nécessité de flexibiliser le marché du travail. Eh bien, on voit qu'elle est complètement polluée. Ce débat-là, il est complètement pollué par les dissensions de la gauche et tout ce qui s'est passé ces 4 derniers mois. Vous savez, pendant des années, on a dit que la grande qualité de François Hollande, c'était son flair politique, sa capacité à manœuvrer, à monter des coups. Et là, on a l'impression que ça l'a lâché. Mais ce qui est extraordinaire quand même chez les hommes politiques de ce niveau-là, c'est que dans la même semaine où il annonce qu'il renonce à la réforme de la Constitution, il tient, et c'est une information qu'a publié le journal du dimanche aujourd'hui, il tient un séminaire en vue de préparer la campagne de 2017. C'est-à-dire que nous, on est là à se dire que c'est la Bérésina et qu'il a subi une grande défaite, mais lui, il croit encore à ses chances, il croit qu'il est en position encore de non seulement de se présenter, mais de gagner. Mais est-ce qu'il a des chances, justement, parce qu'on a pu lire cette semaine que son quinquennat juste une chose, Sylvia. Je pense quand même qu'on ne mesure pas, c'est vrai qu'on peut parler de triangulation, de manœuvre et que ça, on ne mesure pas l'ambiance et l'état de la France le 13 novembre à 2h du matin, le 14, le 15, le 16. Il y a le feu, enfin je ne sais pas comment expliquer, je préfère même pas savoir comment fonctionne l'Élysée, Matignon à ce moment-là. Il y a la menace d'une deuxième attaque, il y a la menace de plus de morts, on ne sait pas où on en est. Donc je pense qu'il y a eu aussi, du calcul politique, etc. Mais quand il va au Congrès, il y a aussi une forme de posture régalienne. Je vais montrer qu'il y a un État et cet État va imposer l'état d'urgence. Sauf que cette réforme surprend tout le monde. Mais moi j'étais au Congrès. Cette réforme surprend tout le monde. Mettez-vous à leur place 2 secondes et jusqu'à aujourd'hui, on est quel jour on est le 3 avril. On n'a pas encore une réponse très claire à comment la France lutte contre la menace qui lui est imposée par les différents mouvements terroristes. Comment on réagirait à une deuxième attaque de l'ampleur du Bataclan? Qu'est-ce qui se passerait sur le plan politique? Qu'est-ce qui se passe sur le plan politique? Donc je dis juste que de temps en temps, il ne faut pas aussi tout ramener à une cuisine, une tambouille, parce que c'est aussi des gens qui se sont retrouvés face à des circonstances extrêmement difficiles. C'est vrai, mais en même temps, l'idée de créer l'Union nationale en allant chercher dans l'arsenal de la droite et de la droite dure cette mesure de la déchéance de nationalité, c'était quand même étrange, parce que et c'est ce qu'a dit François Hollande dans cet extrait qu'on a vu tout à l'heure, c'était une mesure qui visait à créer l'Union nationale. Mais la gauche ne l'a pas compris. La gauche n'était pas en mesure d'accepter que pour créer l'Union nationale, on va chercher une mesure qui était à l'origine une mesure phare du Front National. Moi, je crois que François Hollande a voulu jouer un coup de poker. Le poker, celui de devenir brusquement le père de la nation, le symbole de l'Union nationale. Il ne faut pas oublier que cette idée de déchéance de nationalité lui a été soufflée, et d'ailleurs Marine Le Pen l'avait dit à l'époque, après sa rencontre avec Hollande à l'Élysée, il a été soufflé par Marine Le Pen, par le Front National. Lui, il s'est dit, à partir du moment où je prends cette idée de
d'échéance de binationalité. La gauche, ma gauche, est dans ma poche. Donc il faut uniquement que j'arrive à persuader, à convaincre la droite. Et c'est ça le mauvais calcul qu'il a fait. Il croyait que d'une manière ou d'une autre, la gauche serait derrière lui pour aller au Congrès et donc pour aller à 2017. Et son erreur d'appréciation a été de miser sur la gauche alors que c'est la droite qui était contre ce projet. Oui, une autre erreur, c'est de penser qu'on peut faire l'Union nationale avec un projet de réforme constitutionnelle. Moi, j'ai quand même été frappé, immédiatement après son annonce, d'entendre les journalistes à la radio et à la télé dire « Ouf, c'était un truc qu'on ne parvenait pas à expliquer, que les Français ne comprenaient pas, heureusement qu'il arrête ». La réalité, il y a aussi une réalité pédagogique. C'était impossible à expliquer pourquoi la réforme constitutionnelle devenait une urgence, alors que l'état d'urgence, précisément, il est déjà en vigueur et que, semble-t-il, remplit son rôle, et que la déchéance de nationalité, elle existe, elle est permise par les textes, et qu'en plus, elle aurait abouti, et elle aboutit déjà à quantité de recours. Comment vous la comprenez, vous, cette séquence politique? Est-ce que c'est un continuum, une suite logique de ce quinquennat, ou est-ce que là, on est vraiment à un moment assez particulier? Comment vous l'interprétez, cette séquence politique? Encore une fois, je veux dire, c'est quand même un moment particulier qui est lié à des attaques d'une ampleur inégalée. On ne peut pas juger tout ça en dehors du contexte. Donc la France est soumise à des attaques extérieures et intérieures. Ça s'est propagé en Belgique. Peut-être demain, je le souhaite à personne dans d'autres pays européens. Et donc ça, c'est le contexte. On a un pouvoir faible qui n'a pas de cohérence sur son spectre idéologique, qui affronte une menace extérieure avec rien, avec la moitié de ses députés, avec un gouvernement en fin de course, avec un président usé, avec une droite qui n'a pas donné une idée. Excusez-moi, parce qu'on tape sur Hollande à bras raccourcis depuis 3 semaines. Mais qu'est-ce que dit la droite? Qu'est-ce que dit la droite républicaine pour lutter contre la menace? Quelles sont les mesures qui sont proposées par M. Juppé qui se pose en père tranquille, par M. Sarkozy qui en perd la revanche, par M. Fillon hier qui disait je veux casser la baraque? Mais qu'est-ce qu'ils disent à part faire de la politique aussi? Pas grand-chose. Donc c'est peut-être ça la oui, mais c'est ça. Les Français, ils veulent quoi? Les Français, ils veulent plus de sécurité. Ils veulent se dire qu'il y a une possibilité qu'ils soient un peu à l'abri des tempêtes du monde et un gouvernement un peu cohérent. Et pour le moment, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Moi, je crois qu'avec le recul, je crois que l'homme qui a tiré une balle dans le genou de François Hollande, c'est Manuel Valls. Au moment même où il a pris cette décision de déchéance de la nationalité, on se rappelle toujours tous que Manuel Valls est intervenu dans les médias pour dire « mais ne vous inquiétez pas, de toute façon ça ne sert à rien et ça ne va pas lutter contre le terrorisme de cette manière ». Donc la réponse politique sécuritaire qui a été donnée par Manuel Valls a été tuée dans l'œuf par son Premier ministre. Et ils ont passé 4 mois à vouloir démontrer le contraire. Et une fois que le virus de l'inefficacité de cette mesure a été vraiment démontré, à gauche comme à droite, on l'ont refusé. Pour conclure, Pierre, et ensuite Richard. Oui, je pense qu'on est dans le télescopage d'une crise réelle. Effectivement, les attentats sont une réalité et ils sont un défi majeur à la France, mais aussi de calculs politiciens, parce que l'élection présidentielle en France rend tout le monde fou. C'est l'enjeu majeur et c'est ce qui distingue la France de ses partenaires européens où il n'y a pas cette sacralisation de l'élection présidentielle et que 18 mois à l'avance, tout le monde est déjà en train de se positionner et de faire des billards à 6 bandes et que même au cœur de la crise la plus grave qu'on ait connue, les calculs politiciens restent de vigueur, hélas. Richard. Oui. On oublie un aspect de cette réforme constitutionnelle qui avait été rajouté par la suite, c'était le Conseil supérieur de la magistrature, donc une réforme censée accroître l'indépendance de ce Conseil, mais ça prouve bien que tout ça a été du bricolage. Et par ailleurs, si véritablement on était sur de l'essentiel, et là c'est là où je serais un peu en désaccord avec Ziad, si c'était essentiel, l'union nationale sur des questions comme la déchéance de nationalité, pourquoi pas aller jusqu'au référendum? C'était possible. La révision constitutionnelle peut avoir lieu par référendum. Pourquoi n'avoir pas dit le Congrès? On n'y arrive pas, mais je voudrais que les Français s'expriment. Clairement, quand même, on a l'impression que la politique politicienne l'a emporté. Ça, c'est le Suisse qui parle. Une votation pour régler le problème. Une votation règle tout. Et puis la stratégie... Ça peut régler beaucoup de choses. Et puis la stratégie de mettre tout sur la droite, ça avait quelque chose de vraiment très petit, alors que la vraie crise est partie à gauche. C'est la gauche qui a empêché ce projet de voir les jours tel qu'il a été annoncé à Versailles. Et donc, un autre grand texte qui est discuté, qui soulève un certain nombre d'interrogations aussi, la loi travail, avec des manifestations cette semaine. Et puis, vous le disiez, une présidentielle dans un petit peu plus d'1 an. Et tout le monde qui devient fou, si je vous résume. Déjà qu'ils ne sont pas très stables. Parler de stabilité, ça me fait une transition toute trouvée pour passer au prochain thème, puisqu'on va parler de la Libye. Dans la mythologie grecque, la Libye fut aimée par Poséidon, le dieu des mers et des océans. C'est donc par la mer qu'elle
est arrivé mercredi à Tripoli, le nouveau Premier ministre d'Union nationale. Plus prosaïquement, c'est sûrement parce que les autorités qui contrôlent la capitale avaient fermé l'espace aérien pour l'empêcher d'arriver. La Libye est désormais dotée de 3 gouvernements. Celui de Fayez al-Sarraj va tenter de s'imposer avec le soutien de la communauté internationale. C'est un moment historique béni et divin. Nous annonçons aux Libyens que le gouvernement d'union nationale a pris ses fonctions dans la capitale Tripoli. Avec l'aide de Dieu et le soutien de chacun, nous travaillerons pour créer un État avec des institutions et des lois. Avec la participation de tous les Libyens, nous travaillerons pour un cessez-le-feu et la fin du bain de sang en Libye. Nous unifierons tous les efforts des Libyens pour affronter les dangers de Daesh. Donc 3 gouvernements pour la Libye, vous allez le voir, c'est un papier à lire cette semaine dans le quotidien français La Croix. Ce nouveau gouvernement est censé remplacer les 2 autres qui se disputent le pouvoir. Il y a celui qui est basé dans la capitale, qui est soutenu par une coalition de milices, et puis l'autre basé à Tobrouk, dans l'est du pays, soutenu par le Parlement élu. Coup aux autorités liées à Fajr Libya, qui contrôle Tripoli et les villes de l'ouest libyen depuis août 2014. Des milices de la capitale ont fait allégeance, de même que les autorités de 10 villes. Et puis on l'a appris tout à l'heure, la Banque centrale et la compagnie de pétrole se rallient également à ce gouvernement d'union. Y a-t-il un espoir raisonnable de voir la Libye avancer ? De là d'où on vient, on peut parler d'un micro-dose d'espoir. D'abord parce qu'il y a une forme d'unanimité internationale derrière ce 3e gouvernement, ce qui est important. Donc il y a le poids quand même de la communauté. Moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais Fajr Libya, qui est une espèce de conglomérat de frères musulmans qui vont démodérer aux extrémistes. Toute la section modérée est en train de travailler pour essayer de faire en sorte que ce gouvernement soit accepté par les gens de Tripoli. Donc c'est un début. Je crois que les Tunisiens et les Algériens ont une approche extrêmement rationnelle du problème et aident un peu tout ça à se mettre en place. Après, il y a quelques inconnus. Il y a les gens de Tobrouk, soutenus malgré tout par l'Égypte. Et à un moment, on va peut-être se poser la question du rôle de l'Égypte dans cette affaire, et peut-être qu'il faudrait faire pression un peu sur le grand maréchal. Et 2, je pense qu'il y a une attitude des Occidentaux, Union européenne, États-Unis, etc., qui pourrait être un peu plus de pression sur un certain nombre de récalcitrants, par le biais d'un mécanisme qui fonctionne très bien, qui est le mécanisme des sanctions personnelles. Je pense qu'on qui a été fait cette semaine. Voilà, donc je pense qu'on pourrait accentuer ce message très précis, que vous ne pourrez pas profiter de l'argent du pétrole, que vous ne pourrez pas profiter des richesses de la Libye si vous ne mettez pas un peu square. Donc je pense que, disons qu'il y a une petite conjonction favorable pour la première fois depuis 2012. Mais rien n'est joué. Mais rien n'est joué. Tout est fragile. Alors, Fayez al-Sarraj, le nouveau président du Conseil... Premier ministre. Le Conseil présidentiel, en fait. Vous avez parlé de 3e gouvernement. En fait, c'est un Conseil présidentiel qui demande à ce que les 2 autres lui donnent la légitimité pour former un seul gouvernement national. Donc, ce Fayez al-Sarraj est descendu dans la rue égyptienne et il est décrit dans les réseaux sociaux comme l'homme qui distribue des hugs et des câlins aux Libyens. Ils en ont bien besoin après les preuves sécuritaires qu'ils viennent de vivre. Alors, le grand défi, en fait, la grande performance de Fayez al-Sarraj, c'est de pouvoir faire la synthèse et la communication entre 2 hommes. 2 hommes, c'est Abdelhakim Belhaj, qui est le patron radical de Fajr Libya, qui est à Tripoli, et de Khalifa Haftar, qui est au Parlement de Tobrouk, qui est sous l'influence directe et manipulatrice de l'Égypte. Et ce sont 2 visages, 2 icônes tout à fait en contradiction, en antagonisme total. C'est une collusion de trains en permanence. Donc si lui, avec la pression de la communauté internationale, avec la séduction et l'attractivité, la menace, puis aussi la séduction de la communauté internationale, il peut parvenir à ce dialogue. Oui, la Libye peut sortir de la crise. S'il n'arrive pas, la Libye connaîtra une séquence instable, peut-être de coup d'État, peut-être d'assassinat politique, peut-être d'un certain nombre de choses. Parce que ce qui est intéressant aussi à noter dans cette image... Il y a un petit côté dernier espoir avec lui, c'est ça ? Ce qui est aussi à noter dans cette image aussi de Fayez al-Sarraj en train de fouler le sol de la Libye, c'est la présence de la protection internationale, mais invisible. Les forces spéciales américaines, françaises, italiennes sont là, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas donner l'impression aux Libyens que ce gouvernement leur est imposé de l'étranger, mais que c'est un gouvernement libyen
mais typiquement libyen, pour pouvoir l'accepter. Sur cette question, est-ce que ça peut être compris comme de l'ingérence, justement, le fait qu'il soit soutenu, porté à bout de bras par notamment l'ONU? Est-ce que ça peut être mal perçu en Libye? Et au final, quel pouvoir aura ce gouvernement? Ça, c'est la question suivante. La première question, c'était de savoir comment il arriverait à faire ses premiers pas. Et effectivement, ça se passe mieux qu'on ne pouvait l'imaginer, parce qu'il y avait quand même une chance sur deux qu'il soit assassiné, soit refoulé. Et là, il a créé un début de momentum, c'est-à-dire de ralliement. Ce que vous disiez sur la Banque centrale et la compagnie pétrolière, c'est quand même significatif. Ça ne suffit pas. Mais la question suivante, c'est effectivement pour faire quoi? Et que fera la communauté internationale si jamais ce gouvernement peut s'imposer et obtenir que les récalcitrants des deux camps s'y rallient? Est-ce que c'est pour une intervention militaire comme on en parle quand même beaucoup depuis des semaines? Est-ce que c'est pour régler le problème de cette présence de Daesh, du groupe État islamique sur le sol libyen? Tout ça, c'est le non-dit pour l'instant de cette phase, parce que cette phase est évidemment loin d'être gagnée. Mais en gros, ce qui a empêché une intervention, c'est ce qui était dit, c'était voilà, tant qu'il n'y a pas d'autorité sur place, il n'y aura pas d'intervention. Aujourd'hui, elles sont en train d'être mises en place. Est-ce qu'on se dirige vers une intervention militaire? La clé de l'intervention, c'est un gouvernement d'union nationale reconnu et soutenu par les Libyens et la communauté internationale, ce qui est beaucoup, et deux, un projet d'accord politique. C'est-à-dire, il faut, comme tu disais, il ne faut pas que les deux extrêmes du spectre, dès qu'intervention il y aura, se replient sur la position antécédente. Et puis, encore une fois, le problème libyen n'est pas qu'un problème libyen. Je rappelle qu'en Tunisie, la Tunisie est sous menace permanente, l'Algérie aussi, qu'il y a 1 million de Libyens en Tunisie, on l'oublie aussi assez facilement, que la déstabilisation du Sahel, y compris donc les opérations françaises, Berkane et tout le tralala, c'est aussi le fait qu'il n'y a plus du tout de frontières entre la Libye du Sud et les États sahéliens, que tout ça circule. Et Daesh, encore une fois, on en parle comme si c'était devenu une donnée de base, mais bon, on a laissé s'installer en plein cœur, Sirte, c'est le cœur absolu, on a laissé s'installer entre 3, 4, 5 000 combattants de Daesh et qu'on n'a pas de solution militaire à ça. Donc je pense que c'est l'urgence, y compris pour les Libyens. Moi, je suis sûr qu'on ferait un sondage en Libye aujourd'hui, si c'était possible. Je pense que les Libyens diraient « essayons », parce qu'ils sont un peu... Sûrement, je pense que les Libyens voient à la fois cette possibilité d'un gouvernement reconnu et cette possibilité d'un soutien international d'un très bon œil. En même temps, je crois qu'on ne mesure pas la désagrégation qu'a subie la Libye de ces dernières années. C'est-à-dire à quel point ce pays est aujourd'hui désagrégé, à quel point ça va être compliqué de remobiliser différentes forces suffisamment crédibles pour constituer une assise politique et quand même militaire, policière, mais il faudra que les armes soient de son côté, et ça va être la grande question. De quelles armes va-t-il disposer? Certes, il peut éventuellement, mais c'est pas fait, disposer de la communauté internationale, à voir si dans l'année électorale dont on vient de parler, la France, par exemple, est disposée à mener une intervention. Mais s'il n'y a que des armes internationales, il y perdra. Il lui faut aussi une coalition de milices suffisamment importante pour constituer un pouvoir, je dirais, qu'on puisse respecter et qu'on doive respecter. On sait qu'il y a des poches aujourd'hui quasiment indépendantes. Misrata, vous citiez la Croix vient de faire un reportage à Misrata. Misrata est quasiment une zone autonome qui vit par elle-même. Donc comment il va faire pour réunir autour de lui ces forces dont il a besoin? Je crois que pour l'instant, moi, je ne vois pas la stratégie. Sur le rôle des voisins, parce que vous l'évoquiez, Ziad, donc on a à l'est l'Égypte, on a à l'ouest la Tunisie, l'Algérie, 3 pays dont les... Niger. Alors après, il y a le sud, évidemment, qui ouvre vers une zone un peu de non-droit. Mais ces voisins à l'est et à l'ouest, est-ce que s'il y avait une intervention, quelle serait leur position? Parce que l'Égypte avait évoqué une intervention. Oui, alors justement, les pays voisins ne sont pas tout à fait d'accord sur la nature de l'intervention militaire. On a par exemple la Tunisie et la Libye qui craignent que cette intervention militaire puisse aggraver la situation en Libye. On a le G5, les pays du Sahel, qui demandent explicitement, exprès à la communauté internationale d'intervenir pour casser Daesh en Libye. Et on a à côté l'Égypte qui, elle, veut qu'on intervienne pour justement sécuriser ses frontières. Alors moi, je crois que ce gouvernement de Fayez Sarraj est rentré dans une petite logique un peu contradictoire. S'il arrive à fusionner et à fusionner toutes les forces politiques pour former un gouvernement d'union nationale centrale, comment peut-il adresser une demande d'intervention internationale dont les conséquences
risque de tout vous faire voler en éclats. Donc, il va être victime de son succès, en fait. Alors que la France et les pays européens attendent justement qu'il y ait une demande internationale pour légitimer, sur le plan de l'ONU, leur intervention militaire. C'est pour ça qu'il faut un projet politique qui soit accepté avant l'intervention, c'est-à-dire que ces fameuses factions, en tout cas les patrons, se mettent d'accord sur une imagination de la Libye à venir. Et deuxièmement, tout le monde parle de l'intervention internationale comme si elle allait de soi. Moi, j'attends de voir ce que les Français, les Italiens, les Anglais vont mettre comme moyen. J'attends de voir le premier soldat blanc débarquer sur une plage libyenne. J'attends de voir si c'est dans ce siècle ou dans le prochain. J'attends de voir tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de discussion sur une intervention militaire. Oui, il faut réduire Daesh. Oui, il faut ceci, ça. Mais personne ne y est. Les seuls qui font quelque chose, encore une fois, c'est les Américains, qui ont leur mécanisme à eux. Je rappelle qu'il y a 15 jours, il y a une séquence très importante qui s'est passée, puisqu'ils ont bombardé avec des drones un camp d'Al-Qaïda qui se trouve, d'État islamique qui se trouve à 20 km 30 km de la frontière, et ça a déclenché ou probablement limité l'attaque qu'il y a eu sur Ben Gardan après, c'est-à-dire qu'on a cassé une attaque qui était probablement plus importante que ça. Donc les Américains, eux, ils ont leur technique, mais nous, on parle de l'Europe comme si on avait un début de consensus militaire là-dessus. Je ne sais pas où il est. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, des affaires militaires, mais je ne sais pas où il est. Pour parler du groupe État islamique, ce positionnement en Libye correspond... qu'est-ce que ça représente dans la stratégie du groupe État islamique, dont on nous dit qu'en Syrie, en Irak, ils sont peut-être un peu moins vaillants qu'ils ne l'étaient? Est-ce que c'est une zone de repli, une base de repli, ou est-ce que c'est le prochain front? Non, moi je crois que l'État islamique est une organisation terroriste intelligente. Elle a profité d'un chaos et d'un vide sécuritaire et politique qui était en Libye. Et il s'est installé. Pourquoi il ne s'est pas installé au Maroc, en Algérie, ou en Tunisie, ou en Égypte? Ils ont essayé. Au Sinaï, ils y sont un peu. Ils se sont installés parce qu'il y a un vide sécuritaire et politique, et qu'il n'y a pas d'État central, et que les groupes peuvent s'auto-former et contrôler des territoires. Et justement, tout l'enjeu, c'est de reformer cette puissance centrale libyenne pour pouvoir faire la guerre à Daesh. Et d'attirer des candidats au djihad venus de nouvelles contrées de conquête. On parle par exemple d'un lien avec Boko Haram. On parle d'un contingent sénégalais, par exemple, qui est aujourd'hui, on parle français dans les rues de Sirte. Donc l'enjeu, il est effectivement cette expansion de Daesh au-delà de son prisme moyen-oriental. C'est une jonction avec Boko Haram, est-ce qu'elle est réelle ou pas? C'est pour ça que le Niger, c'est pour ça que le Mali, c'est pour ça que les pays de la zone sahélienne du G5 parlent d'une intervention urgente. Parce que si vous regardez la carte, les gens qui sont installés à Sirte, leur possibilité de s'approvisionner par la mer est nulle. Parce que c'est surveillé, excusez-moi, les Américains, ils ont du tout quadrillé par centimètre carré de Méditerranée pour vérifier qu'il n'y ait pas d'armes, etc. Ils n'ont pas les moyens facilement de faire transiter des gens par l'Égypte. Ils n'ont pas les moyens de faire transiter des gens, sauf ceux qui traversent la frontière, comme des Tunisiens, des djihadistes autoproclamés. Donc la force de l'État islamique, c'est quoi? C'est son ouverture sur l'Afrique. Que ça soit le trafic, que ça soit les armes, que ça soit les combattants, que ça soit les migrants. Des tas de gens pensent que les migrants se font racketter maintenant par les filières djihadistes pour arriver jusqu'en Méditerranée, et donc en Italie ou en Corse, Dieu préserve les Corses, etc. Donc tout ça, les gens du G5, les Sahéliens, ont vraiment une logique qui est la leur et qui est très, très, très compréhensible. C'est-à-dire on a besoin de sécuriser cette frontière, d'intervenir militairement pour que ça ne soit plus une passoire pour tout le monde et pour l'Europe en particulier. Et on parle aujourd'hui, alors vous le disiez, de Sénégalais sur place, on parle de Soudanais, on parle de Ghanéens. Est-ce qu'il y a une africanisation subsaharienne de ce mouvement groupe État islamique, en particulier ici en tout cas, Libye? il le cherche. C'est une direction stratégique claire du mouvement qui veut grossir ses troupes, qui veut trouver de nouvelles zones de recrutement et qui, effectivement, regarde du côté de l'Afrique noire. Maintenant, je voudrais juste quand même rappeler une chose. On utilisait le mot gâchis tout à l'heure à cause de la réforme constitutionnelle. Quel gâchis à propos de la Libye. Vous avez couvert, vous, l'intervention en 2011 quel gâchis en Libye. quand on voit la situation aujourd'hui, parce que, et c'est pour ça que moi j'ai les mêmes doutes sur une intervention internationale, ça fait très bien de la part des ministres de la Défense. Alors on sait que les Italiens avaient fait des préparatifs très précis, je crois que 5000 hommes ou autres avaient été mobilisés par l'armée italienne, mais côté français, on entend beaucoup de déclarations, nous sommes prêts, nous irions, nous envisageons d'eux.
franchement, y aller maintenant, politiquement, est-ce que c'est tenable pour un gouvernement français? Et le contexte électoral américain n'est pas non plus Voilà, très propice à l'engagement de grosses opérations. Mais moi, je crois aussi qu'il faut rajouter un élément de réflexion, c'est qu'on parle beaucoup d'intervention internationale, mais peut-être pas une intervention aussi classique qu'elle a été en Libye, en Irak, en Afghanistan, peut-être pas sous forme de forces spéciales invisibles, de soutien militaire logistique à des forces africaines et libyennes. Donc, il ne faut pas s'interdire d'imaginer que l'intervention internationale future en Libye peut prendre d'autres formes qui ne ressemblent pas aux méthodes classiques d'intervention. Cette phase-là a déjà commencé, parce que les forces spéciales, elles y sont déjà, y compris françaises. Américaines, y compris françaises. Il y a un autre, et on terminera là-dessus, parce qu'il y a un autre défi qui attend la Libye aussi. La Libye, on le sait, est une plaque tournante de trafic, une base de départ vers l'Europe pour les migrants. Selon le ministre français de la Défense, 800 000 migrants pourraient tenter prochainement de traverser la Méditerranée. Ça fait frémir plus peut-être encore l'Union européenne ? Je crois que c'est la grande peur de l'Union européenne. Quand l'Union européenne parle de la Libye, de Daesh, c'est moins la menace terroriste, entre guillemets, que la menace de laisser passer une hémorragie de réfugiés vers l'Europe. En même temps, moi, je me méfie de chiffres balancés comme ça dans la nature qui sortent d'on ne sait où, parce que c'est aussi un argumentaire qui permet de légitimer une intervention militaire en disant on y va pour empêcher 800 000 migrants de venir chez vous. Ce qui est immanquablement un chaos à un moment donné dans lequel s'engouffreront les éventuels migrants. C'est quand même l'intervention précédente qui a provoqué le chaos dans lequel on vit. Ce qui est important, je pense qu'il faut que les pouvoirs politiques européens parlent à leur opinion publique en disant la question des migrants est une question qui va durer sur 1, 2, 3 générations. L'Europe, ça ne va pas s'arrêter demain. L'Europe est le seul centre de prospérité. Quand je parle de prospérité, on parlait de la frontière la plus inégalitaire du monde entre des revenus à 25 000, 30 000 $ par an d'un côté et des revenus à 2 000, 3 000 $ par an de l'autre côté. Et ce n'est pas que l'Afrique, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Asie du Sud-Est. Tout ça, ça monte comme ça. Alors je sais que c'est terrifiant, je sais que c'est angoissant pour l'Europe, mais ça fait partie de son destin, l'Europe, d'être confrontée à ça et de trouver des solutions intelligentes, soit pour gérer la question sécuritaire, ou de ne pas le trouver. Ce qui pose l'éternelle question de cette Europe qui ne veut pas se défendre, qui espère que les Américains payent pour elle ou que d'autres gens payent pour elle, qui ne veut pas créer des institutions fédérales pour se protéger, etc., etc., etc. Donc le mouvement de l'histoire est en marche et les migrants font partie de l'histoire européenne et ils feront partie de l'histoire européenne pour les... Vous parliez de l'Asie. On va aller en Asie maintenant, si vous le voulez bien, pour cette troisième partie de l'émission, puisque cette semaine aussi, la Birmanie a basculé vers un régime civil après des décennies de domination militaire. La transition démocratique entamée en 2011 arrive maintenant à l'heure des travaux pratiques avec cette nouvelle équipe menée par un duo, le président et l'icône birmane de la démocratie, intronisé super ministre. C'est un jour historique pour la Birmanie et pour Aung San Suu Kyi. Au Parlement et dans le plus grand apparat, elle assiste à la prestation de serment de son amie d'enfance. Cet intellectuel engagé, en tenue traditionnelle, devient le premier président civil de la Birmanie après 50 ans de dictature militaire. Pour la dame de Rangoon, c'est l'aboutissement de dizaines d'années de combat. Elle est aujourd'hui à la tête de 4 ministères, dont les affaires étrangères. Pourquoi pas présidente ? L'actuelle constitution le lui interdit. Ses 2 enfants sont de nationalité étrangère. Mais le président promet une nouvelle constitution qui lui permettrait de devenir présidente. C'est ce qu'elle a avoué à demi-mot, ici, le 9 novembre dernier. Je vous dis que je serai au-dessus du président. Mais comment ? J'ai mes plans. Alors Aung San Suu Kyi détient-elle déjà le vrai pouvoir ? Elle représente en tout cas dans le monde la nouvelle image de son pays. On vient de l'entendre. Avant de parler des chantiers, ils sont nombreux pour la Birmanie, économie, réconciliation nationale, relations avec l'armée, relations avec le monde extérieur, avec les minorités. On vient de l'entendre, Aung San Suu Kyi, qui est la femme forte du pays, a un plan. Quel est le plan d'Aung San Suu Kyi ? Son plan, d'abord, elle n'est pas présidente. Elle a gagné par procuration. Donc elle n'a pas pu le faire parce que la Constitution, comme ça a été dit, l'empêche. Elle a été mariée à un étranger et ses enfants sont étrangers. Mais moi, vous avez dit tout à l'heure, première présidence civile. Ça ne veut pas dire première expérience démocratique. C'est un pays qui vient de sortir de 50 ans d'une poignée militaire extrêmement importante, de guerre ethnique et de défaillance économique. Comment elle peut faire, elle, toute seule, ou avec son équipe, ou avec son parti, pour améliorer le sort des Birmans ? C'est vrai qu'elle bénéficie d'une réputation à l'international
très, très positif. Mais les premières déclarations laissent entendre une femme beaucoup plus dure que ne le laisse apparaître son image d'icône douce et victimaire. Donc on voit mal comment tout cela va se traduire sur le plan démocratique birman. Aung San Suu Kyi, peut-être est-ce qu'il y a... c'est une icône, hein, ça on le dit, c'est avéré, prix Nobel de la paix. C'est peut-être un peu la Mandela de l'Asie, puisqu'elle a eu cette stature avant d'arriver aux affaires, là, elle y est. Est-ce qu'on l'a un peu idéalisée quand même? Non, mais il ne faut pas, encore une fois... il ne faut pas prendre que le verre à moitié vide. Elle a une histoire incroyable. Elle a été la force qui, à elle toute seule, a renversé un régime extrêmement puissant qui contrôlait un pays de A jusqu'à Z, totalitaire. C'était un des derniers grands régimes, et affairiste, donc c'est vraiment le pire. Et donc par sa propre énergie, son caractère, son combat, vous rappeliez tout à l'heure hors plateau qu'elle a passé plus de 15 ans en résidence surveillée, etc. Ils n'ont même pas osé la mettre en prison, tellement elle pesait lourd. Donc ça, il faut lui reconnaître ça. Maintenant, est-ce que les gens qui mènent la révolution, est-ce que les gens qui mènent la prise du pouvoir sont forcément ceux qui sont les plus habilités à mener une transition? Parce que ce qu'on ne dit pas, ce que tu disais, c'est que on ne passe pas du jour au lendemain d'un régime militaire à un régime démocratique. Donc il va y avoir une transition complexe. Et c'est là qu'on se pose des questions. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'elle s'accapare quand même des ministères extrêmement importants. Je ne parle pas des affaires étrangères, ça, on peut aller faire voyager, mais l'éducation, des choses très... Et la deuxième chose, c'est que ses premières remarques sur le dossier explosif, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un petit problème qui est le dossier des Rohingyas et des minorités musulmanes en Birmanie, elle a une attitude extrêmement rude. Ça, on va y revenir et après. Qui est à contre-courant de... On va y revenir après. On va rester peut-être juste sur elle et sur sa personnalité. Bah, c'est elle qui a dit... C'est elle qui a dit je ne veux pas être interviewée par... Enfin, presque, je ne veux pas être interviewée par un reporter musulman, qui a eu des remarques déjà dans le passé. Donc, elle est aussi le produit de son histoire. Et c'était le sens de ma question aussi tout à l'heure, est-ce qu'elle peut aujourd'hui, parce qu'elle a ce statut, décevoir, ou est-ce que, au contraire, ce statut la porte et va lui permettre de faire plus de choses que quelqu'un d'autre? Bon, moi je pense qu'elle est condamnée quelque part à décevoir à un moment donné ceux qui la soutiennent passionnément depuis toutes ces années. Parce que, premièrement, elle va agir de manière pragmatique, et deuxièmement, elle n'a pas le choix. Parce qu'il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire la façade publique, démocratique, son arrivée au pouvoir, et puis il y a ce qu'on ne voit pas, c'est évidemment des compromis qui ont été passés au plus haut niveau avec les militaires birmans. Et là, je voudrais dire quelque chose qui, évidemment, n'est sûrement pas très politiquement correct, mais quand même, l'armée birmane, il y a eu des gens dans cette armée pour prendre ce type de décision. Donc on pensait que l'armée birmane était monolithique. Moi-même, je l'ai écrit à une époque, elle était monolithique, elle était complètement enquistée dans sa conception totalitaire du pouvoir. Force est de constater que c'est pas vrai. Il y avait dans cette armée des gens qui ont compris qu'il fallait changer. Mais comment ça s'explique ce moment justement en 2011 où l'armée... à mon avis, pour deux raisons. D'abord, il y a eu un changement de génération. Et l'affairisme a une vertu, c'est que les jeunes veulent profiter de l'argent illégalement amassé par les parents. Et ils veulent en profiter si possible légalement. Donc il y a un changement de génération incontestablement, et deuxièmement il y a eu un changement de donne internationale qui fait que ça devenait très compliqué pour la Birmanie dans la situation où elle est de rester ce régime totalement autarcique. Mais en même temps, et c'est pour répondre à votre question sur Aung San Suu Kyi, elle va devoir d'une part faire preuve de pragmatisme, mais elle va surtout avoir aussi des résistances au niveau régional, parce que il ne faut pas croire, maintenant la Birmanie a une façade démocratique, son plus proche voisin, la Thaïlande, elle, est dirigée par un gouvernement militaire depuis maintenant 2 ans. Le Vietnam, qui n'est pas très loin, est dirigé par un parti communiste absolument au pouvoir et décidé à le garder. La Malaisie, par un premier ministre totalement corrompu, ou en tout cas sur lequel les allégations de corruption sont très importantes. Donc la région et la Chine, évidemment, qui regardent tout cela. Donc il y a les contraintes nationales, il y a la question musulmane que vous évoquiez, mais il y a aussi un contexte régional qui ne va pas lui permettre de porter très haut et de manière très vibrante les valeurs de la démocratie. Pierre. Je crois qu'on est effectivement condamné à voir une Aung San Suu Kyi qui va décevoir. Parce que l'ampleur des défis et les ministères qu'elle a font qu'elle est maintenant en première ligne et que voilà, il n'y a pas de recette miracle pour l'Afrique du Sud l'a montré d'ailleurs. On a le recul, parliez de Mandela, on a le recul aujourd'hui de 25 ans d'Afrique du Sud où effectivement on n'a pas pu transformer une société du jour au lendemain, réduire les inégalités et changer les mentalités. Il se passe la même chose, il se passera la même chose en Birmanie. Et la deuxième chose, moi, qui me dérange un peu plus, c'est
c'est que effectivement, il y a l'icône, il y a l'image de la résistante, la dame de Rangoon qu'on a mythifiée, qu'on a admirée. Il y a un film qui porte ce nom, etc. Et puis, on voit apparaître aujourd'hui, où les choses sont un petit peu plus claires, des failles aussi morales. Son attitude, son silence sur le sort des Rohingyas. Rohingyas qui est donc cette minorité birmane apatride. Apatride et musulmane. Qui est persécutée par certains moines bouddhistes qui sont devenus des djihadistes du bouddhisme. Hein, et elle est restée silencieuse. Alors, certains disent que c'était... peut-être aussi, parce qu'elle doit composer avec l'armée en permanence, oui, elle devait composer avec une minorité. Mais tout à On lui fait. reproche d'avoir une visée électoraliste, mais c'est peut-être malin pour c'est ce que disait Richard, c'est qu'elle sera obligée, elle est obligée, elle en a fait et elle continuera à en faire, des compromis. Et qui dit compromis dit forcément déception, parce que les gens attendent des positions plus carrées, plus entières, plus simples à comprendre. Quand vous avez acquis ce statut, même si vous êtes contraint par la géopolitique et même si vous êtes contraint par le business de la transition, il faut quand même essayer de préserver la posture morale. Quand vous regardez Mandela, parce que c'est vous qui l'avez cité, c'est quelqu'un qui était extrêmement contraint par la géostratégie, qui était contraint par les rapports de force de son pays, qui était contraint par une minorité blanche qui pesait lourd en termes d'argent. Il n'a jamais renoncé à la posture morale. Il a fait des erreurs politiques, il l'a dit, mais il n'a jamais renoncé. Ce qui est embêtant dans le cas d'Aung San Suu Kyi, c'est que le basculement vers la réelle politique a entraîné avec une forme j'ose pas dire ça, parce qu'il faut lui laisser du temps, mais quand même sur des points très très importants où elle a une voix qui peut porter en Asie, de ne pas l'entendre. Sur cette question des Rohingyas, je rappelle, c'est des gens qui sont rejetés d'une côte à une autre. Enfin, c'est terrible. Et on aimerait l'ONU dit que c'est l'un des peuples les plus persécutés au monde. En fait, ce basculement n'est pas étonnant, parce qu'en fait, la base qui a porté et qui a protégé Saddam durant tout son calvaire militant, sa résidence surveillée, cette base-là, c'était les moines. Oui, et donc, elle ne pouvait pas contredire ou être en totale confrontation avec la base qu'il a portée au pouvoir. N'empêche que, malgré tout ça, elle reste une icône, il reste un joker pour la Birmanie, parce que n'oubliez pas que quand Barack Obama avait effectué une visite en Birmanie, c'était avec elle qu'il avait tenu à faire sa conférence de presse, pas avec l'agent militaire. Donc, elle reste un joker qui est capable de convaincre et de séduire la communauté internationale pour aider la Birmanie. C'est pas rien non plus. N'oublions pas, alors une petite quand même une divergence sur les moines. Une des caractéristiques du clergé bouddhiste en Birmanie, c'est qu'il a été totalement noyauté par la junte militaire depuis des années. Donc il y a des moines progressistes qui effectivement étaient dans le camp d'Aung San Suu Kyi, mais il y a une grande majorité de moines et de pagodes qui étaient contrôlés en deçà par les militaires. Ce que je voulais dire, c'est que ces militaires, ils n'ont pas disparu. L'armée, elle est là. L'armée, elle a 4 leviers. L'armée, elle a 4 leviers énormes. D'abord, tous les généraux sont hommes d'affaires et contrôlent des parties entières du pays, soit géographiques, soit à travers des conglomérats dans tous les domaines. Deuxièmement, ils ont toujours les armes, et c'est quand même très important. Troisièmement, ils peuvent à volonté attiser les rivalités ethniques. C'est le drame de la Birmanie, c'est d'être un pays extrêmement multiethnique. Et donc les généraux peuvent toujours très facilement ranimer au moment où ils le voudront tel ou tel conflit pour justifier leur retour sur le devant de la scène. Et enfin, quatrièmement, comme je le disais, les généraux ont l'assentiment de grands frères dans la région qui n'ont pas envie de voir la Birmanie prendre des orientations démocratiques, je dirais, fanatiques à leurs yeux. On pense évidemment à la Chine, on pense aux autres pays de la région. Donc les généraux ont de très solides cartes en main. Elle en a beaucoup moins. Et par ailleurs, il y a aussi cette revanche familiale. Elle est la fille de Aung San, le fondateur de l'indépendance birmane, qui lui-même était un chef militaire. Elle veut, et on peut la comprendre, être présidente. Elle fera tout pour être présidente. Il y aura un prix à payer pour ça, et on peut penser qu'elle est prête à le payer. Pierre ? Oui, et l'armée a gardé aussi une part des sièges à l'Assemblée. Tout à fait. C'est-à-dire que la Constitution a été faite sur mesure pour assurer cette période de transition. Mais je pense qu'elle a montré quand même une capacité, une intelligence politique au fil des décennies, pas seulement des années, mais des décennies pour en arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense qu'on peut aussi penser qu'elle a la capacité de traverser ce qui est malgré tout une évolution positive au regard de ce qu'a connu le pays. N'oublions pas que la Birmanie est un pays riche. Et il faut quand même le redire, les richesses birmanes ont été
peu exploité parce que le pays vivait en autarcie, mais c'est un pays qui a d'importantes ressources minières, c'est un pays qui a de grandes ressources agricoles, c'est un pays qui peut avoir un potentiel touristique très important. Donc ce n'est pas un pays pauvre, enclavé, c'est un pays qui, avec un modèle de développement économique adéquat, peut redevenir un grand pays de la région. Dans les années 60, le niveau de développement de la Birmanie était l'un des tout premiers d'Asie du Sud-Est. Moustapha, vous vouliez intervenir, je crois. Oui, moi je voulais. C'est-à-dire qu'à l'épreuve du pouvoir, cette dame qui a été une icône devra gérer les contradictions, les guerres tribales, et elle aura à se prononcer sur un certain nombre de questions, notamment la situation des musulmans de Birmanie, parce qu'elle a suscité de l'espoir. Tant qu'il y avait la junte militaire qui gouvernait 100%, on disait que la Birmanie est un pays fermé, est un pays du dictateur, est un pays de guerre tribale naturelle. Maintenant que c'est une icône qui a pris le pouvoir, on attend à ce qu'elle prenne des décisions, à ce qu'elle prenne une posture susceptible de faire baisser cette guerre inacceptable contre les musulmans. Ce qui est difficile, mais peut-être qu'on pourrait le faire pour chacune de nos discussions, c'est de rappeler que vous disiez que c'est un pays extrêmement riche. Potentiellement. Mais que le niveau de vie du Birman est absolument affligeant et que la pauvreté est réelle et que souvent dans les calculs politiques... Un tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Un tiers, et puis vous savez, les fameux tiers, déjà on a pris comme base $5 ou $6 ou $7, ce qui est déjà pour l'autre tiers extrêmement important. Donc je veux dire, juste on oublie souvent cette clé de toute réflexion sur les pays émergents ou les pays du tiers-monde en voie d'émergence, c'est que le niveau de pauvreté est tel que l'attente va devenir, dans le cas d'un régime plus ouvert, alors quand c'est les militaires qui tiennent tout, qui verrouillent tout, qui peuvent tirer dans le tas, les gens restent à peu près, jusqu'au jour où ça saute. Mais avec un régime plus ouvert qui apporte une promesse de démocratie, ce que veulent les gens, c'est certes une promesse de démocratie, mais ils veulent que leur quotidien, leur éducation, leurs enfants, leurs revenus, etc., santé, éducation, ça progresse vite, et cette demande devient extrêmement prégnante. Et pour revenir juste d'un mot sur la question des Rohingyas et des musulmans de Birmanie, je pense que ce qui est important, c'est de veiller, et ça c'est plus le reste du monde qui sera attentif à ça, à ce qu'ils ne deviennent pas le prix expiatoire justement des impasses économiques, etc. Parce que les Rohingyas sont un peu le bouc émissaire généralement des mécontentements et des frustrations en Birmanie. Et il serait très dommage, et je pense que c'est un peu le piège qui est devant Aung San Suu Kyi, c'est qu'elle utilise elle aussi cette monnaie d'expiation de ses incapacités à changer les choses trop vite. Dernière chose pour terminer, puisque, rappelons-le, les ministres des Affaires étrangères, quelle va être sa politique en la matière ? Premièrement, moi je suis très curieux de voir quelle sera son attitude au prochain sommet de l'ASEAN, c'est d'ailleurs l'organisation des 10 pays de la région d'Asie du Sud-Est, quand elle se trouvera précisément à côté d'homologues émanant de gouvernements militaires ou autoritaires. Parce que ce sont des gens à qui elle a tenu tête. Ce sont des régimes auxquels elle a tenu tête pendant des années. Or maintenant, elle va devoir négocier avec eux autour de la table. Donc moi, je suis très curieux. Deuxièmement, il va falloir qu'elle ait des appuis. La Birmanie a une tradition de neutralité, toujours dans la région. Je ne sais pas s'ils vont la maintenir, je pense que oui. Mais il y a des défis régionaux importants. Un défi régional, c'est le marché économique de l'ASEAN intégré, qui est supposé maintenant déjà être à l'œuvre depuis le mois de décembre de l'année dernière. Donc ça suppose libre-échange, davantage de flux de population. Donc ça va être sa priorité. Comment elle va faire pour gérer ça ? Par ailleurs, il y a aussi toute la question des relations avec les grands pays musulmans de la région, compte tenu de ce qu'elle a dit. On aimerait savoir ce qu'elle va raconter à Jokowi, le président de l'Indonésie, qui est le pays musulman le plus peuplé du monde. Et ça va être passionnant à observer. Merci à vous quatre. Je vous propose qu'on conclue comme toutes les semaines avec la semaine de Dilemme. Un coup de crayon pour nous raconter l'actualité. Et à propos de sommet, Dilemme revient sur le sommet sur la sécurité nucléaire cette semaine à Washington. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Ce petit japonais à 12 doigts de Fukushima en sait quelque chose. Le président américain a mis en garde le monde contre le risque d'une attaque à l'arme atomique par les fous, je cite, du groupe État islamique. Washington qui s'est dit horrifié par un raid du régime syrien, une trentaine de morts dans ces bombardements qui ont touché une école et un hôpital à Deir el-Safir, un bastion rebelle à l'est de Damas. Puis la Syrie où, comme en France, c'est la fin de la trêve hivernale, en tout cas pour le groupe État islamique qui a été délogé de la cité antique de Palmyre. À Bruxelles, un suspect des attentats est toujours recherché. Jamais vu, l'homme au chapeau, comme il est surnommé, nous dit cette femme sous sa burqa.
Elle ne voit rien, ni le mannequin, ni les fashionistas. La mode islamique est d'actualité. De grandes marques internationales se lancent dans la commercialisation de maillots de bain couvrant tout le corps, ainsi que de foulards, peut-être fabriqués en Birmanie, sait-on. Je vous remercie à vous quatre d'être venus en plateau ce dimanche pour discuter de cette actualité toujours passionnante. C'est un plaisir de vous recevoir, un plaisir également de présenter cette émission pour vous qui nous regardez aux quatre coins de la planète. Je vous dis à très vite, à dimanche prochain. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. D'ici là, excellent dimanche.